Dus welkom iedereen op deze avond getiteld Geen papieren, geen rechten, verpletterd door de wet. Dat is een slogan van de mensen zonder papieren die vandaag de Begijnhofkerk bezetten. We organiseren deze avond samen met l'Union des Sans-Papiers pour la Régularisation en ook samen met Orbit en CIRE die zich inzetten voor mensen zonder papieren. Wie is House of Compassion? Wij zijn een organisatie die een nieuwe invulling geeft aan de Begijnhofkerk in het hartje van Brussel. We zijn een organisatie die streeft naar meer mededogen en meer rechtvaardigheid in de samenleving. Wij doen dat op verschillende manieren. Wij geven mensen die onrechtvaardig behandeld worden in de samenleving, willen wij het woord geven. En ook zij die zich inzetten voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden, willen wij een platform geven. Dat gaan we dus vanavond zeker en vast doen. Op welke manieren doen we dat? Avonden zoals vanavond, maar ook via tentoonstellingen en via vieringen. Voor zij die onze kerk niet kennen, hebben we een filmpje gemaakt, waardoor u even een kijkje kan nemen in onze kerk, in onze Begijnhofkerk. Ik zal het even voor jullie delen. Zo, dat was een filmpje met dank aan Jean-Paul en François, die ons gecontacteerd hadden na ons vorige evenement en die graag zich mee wilden inzetten voor House of Compassion. Voor we verder gaan met de eerste sprekers, stel ik u Yassine en zijn vrienden aan ons voor, die hier achter mij zitten en die zullen zingen voor u vanavond. En na hen gaan we verder met Tariq. Ik stel u even voor. Voilà. Ja. Hallo. مدامي ولكن دايرها في الكونت جوجل ديالي ولكن واحد مازال عاقل واحد الوقيته ربي ما سالتي معليش
Voilà, zij komen dadelijk nog terug. Heel erg bedankt, jongens. Tot straks. Voilà. Dan laat ik nu even het woord aan Tariq, die de l'Union des Sans-Papiers pour la Régularisation vertegenwoordigt. Tariq, est-ce que tu pourrais te démuter parce que tu es encore sous mute? Et je vous laisse la parole pour parler des revendications des sans-papiers qui occupent l'Église. D'accord. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Tariq, parmi les porte-parole du l'USPR, l'Union des sans-papiers pour la régularisation. C'est un nouveau mouvement qui a été créé depuis le mois de janvier. C'est un mouvement qui a réuni la plupart des collectifs sans-papiers, surtout au niveau de Bruxelles. Comme vous savez, on a commencé par la première action qui était l'occupation de l'église de Béguinage depuis le 30 janvier. Vers le coup de midi, il y avait une vingtaine de 20 personnes. Et sur les 20 personnes, il y avait 13 femmes. Et là, ça prouve la colère des femmes sans papier. 15 jours après, il y avait l'ouverture de l'ULB. Et après, il y avait l'ouverture de la VUEB. Ça veut dire actuellement, nous avons trois occupations. Et pourquoi pas en espérant qu'il y aura d'autres occupations plus tard. Comme ça, on élargit le mouvement, ça c'est de 1. Et de faire entendre notre voix aux politiciens, ça c'est de 1. La deuxième des choses par rapport à nos revendications, ils sont clairs, c'est d'avoir des critères clairs et permanents avec une commission indépendante pour la régularisation. Comme vous savez, actuellement, il y a l'article 9 bis, il est là, mais malheureusement, il est flou. La plupart des personnes qu'on connaît, c'est parmi des occupants, ils ont déjà introduit l'article 9 bis, mais c'est toujours négatif ou manque de justificatif et ainsi de suite, pas mal d'obstacles. C'est pour cela le mouvement du SPR lance un appel, un appel à tous les citoyens par rapport à nos revendications. De ce qu'on revendique, c'est pas avoir du logement, ce n'est pas avoir une carte médicale urgente, mais on revendique la régularisation avec des critères clairs et permanents et une commission indépendante. Parce que la plupart des personnes, la plupart des sans-papiers, ce sont des travailleurs qui contribuent à la société. Chacun de nous, il a son logement, il paye ses factures, il paye son loyer, il paye ses abonnements d'ASTIP et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il contribue à la société. Ze dragen bij aan de maatschappij, maar we zijn uitgesloten van het systeem. Perdu leur travail, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour survivre. Et voilà, on a marre de faire des actions sur le terrain, des actions classiques devant des cabinets ministériels ou devant l'Office des étrangers. C'est pour cela qu'on apprécie l'initiative. On ne va pas dire oui, c'est un copier-coller ce qui s'est passé en 2009, mais c'est un nouveau mouvement avec des qui demandent des critères clairs et nets. Parce qu'en 2009, comme vous savez, pour nous, la régularisation de 2009, c'était un échec. Parce qu'il y en a pas mal de personnes qui ont perdu leur titre de 6 jours parce qu'ils ont obtenu un permis de travail B. Et comme vous savez, on ne peut pas octroyer un permis de travail B pour quelqu'un qui est sur le territoire belge. On l'octroie pour quelqu'un qui vient de pays tiers ou dehors de l'Union européenne. Mais par contre, pour l'octroyer ici et rester avec le même patron pendant 5 ans, c'est impossible. Heureusement qu'actuellement, il y en a le permis unique. Et ça, c'est un avantage. Et dans notre cahier de revendication, on a mis en place plusieurs critères, des personnes troisième âge, des familles avec enfants qui sont scolarisés ici, des personnes isolées, des diplômés, des mineurs non accompagnés, et ainsi de suite. Et on peut partager ça avec vous sans aucun souci. Et voilà, en espérant que ce mouvement, après la création de ce mouvement, qu'il y aura quelque chose pour les sans-papiers, parce que la plupart des sans-papiers, quand on discute avec eux, ils disent comme quoi qu'on a marre d'être exploité par des patrons, parce que la plupart ils travaillent à 4 euros, à 5 euros de l'heure, l'exploitation féroce. On connaît même des femmes, malheureusement, qui étaient exploitées, ils sont dans le béguinage, qui étaient exploitées sexuellement par leurs patrons, et ça c'est inadmissible dans un état de droit. Et après, comment dirais-je, les ouvertures
des occupations, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, les commentaires du secrétaire de l'État de l'Asie, ils disent comme quoi que ce n'est pas, c'est pas avec ça que vous allez me faire chanter, ou ça veut dire pas que vous occupez des églises et ça c'est un chantage. Non, on n'est pas là pour faire chanter n'importe quelle personne ou faire du chantage. Là, on est là pour nous faire entendre, pour demander des droits, parce qu'on a marre d'être invisible. Et là, comme vous savez, depuis le début du confinement, moi personnellement, je faisais du bénévolat dans des ASBL qui distribuent des colis alimentaires pour des personnes sans papier. C'est catastrophique. C'est la cata parce qu'actuellement, un sans-papier, il y a deux possibilités. Soit qu'il paye son loyer, soit qu'il achète de quoi se nourrir. Et avec les difficultés qu'on a, comme vous savez, la plupart des sans-papiers travaillent soit dans le RICA, bâtiment, nettoyage. Et depuis le début du confinement, la plupart des sans-papiers, ils ont perdu leur boulot. Et voilà. Et par rapport aux déclarations du secrétaire, là, il y a actuellement, il y a deux choses, il y a deux cas de figure, soit un retour volontaire qui revient à l'État à 1 600 € ou un retour forcé qui revient à l'État à 11 800 €. Si un sans-papier veut retourner, ça ne sert à rien de dépenser 1 500 €. On peut acheter un billet charter qui vaut 50 € au lieu que l'État dépense 1 500 €. Mais comment tu vas convaincre un sans-papier qui a passé ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui s'est marié ici, qui a des enfants ici, de retourner chez lui? Après toute cette vie-là, voilà, tout ce parcours-là ici en Belgique, de retourner volontairement. Ça, c'est impossible. C'est pour cela, moi, ce que nous, on demande, c'est que le secrétaire d'État, c'est pas que de discuter derrière un écran, qu'il vient sur le terrain et qu'il voit lui-même la situation des sans-papiers. Et ça, c'était notre réclamation depuis le 2 février. Il y avait la chaîne BX1 qui sont venus nous voir ici. On a demandé ça, concrètement, on demande que le secrétaire d'État de l'Asile vienne nous voir pour voir la situation qu'on vit. Parce que chaque sans-papier, c'est une histoire. Il y en a des gens qui sont ici depuis, moi je connais, il y en a une dame parmi les occupants de l'église, ça fait 38 ans qu'elle est ici. Il y a une dame qui a 54 ans, on a vérifié ses documents, elle est née ici à Bruxelles. C'est pour cela, dans notre cahier, on veut une régularisation avec des critères clairs et permanents. Et une commission, pourquoi une commission indépendante? Parce que tout le monde parle de ça, ce sont soit des décisions négatives, c'est aléatoire. C'est-à-dire, même si tu introduis ton dossier, même si tu payes ta redevance, tu dois mettre dans ta tête comme quoi que tu auras une réponse positive, 2-3%. C'est-à-dire 97%, 98%, c'est négatif. Et je crois que le seul pays européen qui a des critères clairs et permanents, c'est l'Espagne. L'Espagne, ils ont un critère qui est fiable. Il n'y a pas d'appel d'air. Il n'y a pas d'appel parce qu'eux parlent d'appel d'air et voilà. Il n'y a pas d'appel d'air en Espagne. Si tu prouves que tu es sur le sol espagnol pendant 3 ans avec un parcours d'intégration, au bout de 3 ans plus une promesse d'embauche, tu introduis ton dossier. Au bout de 60 jours, grand maximum, 95% c'est favorable. Enfin, c'est ça. Même nous, on demande ça. On sait, en Belgique, il n'y avait jamais, comment dirais-je, une régularisation massive. Soit en 99, soit en 2009. Il n'y avait jamais. Nous, certes, on demande une régularisation. Il n'y aura jamais, comme je dis, il n'y aura jamais massivement, mais cas par cas, avec des critères clairs et permanents. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pour cet appel clair à nos politiciens, et en particulier à Sami Madi. Je voudrais laisser la parole maintenant à Asia et Fazia qui sont avec toi. Et si tu pourrais avoir la gentillesse d'aller chercher alors le prochain orateur qui vient après Asia et Fazia. C'est noté. Merci pour vous. Merci. Donc, Asia et Fazia, est-ce que vous... Oui, super. Là, tu fais... C'est bon. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je suis venue pour représenter à peu près, c'est-à-dire les revendications de la femme. C'est à peu près, c'est presque les mêmes revendications, seulement que la femme, elle est un peu
comment dire, elle est un peu mal. C'est-à-dire, nous, les femmes, c'est-à-dire ce qu'on rencontre dans le quotidien, c'est très dur par rapport à l'homme, parce que la femme, elle subit des agressions. Elle est exploitée par l'employeur, et aussi pour les violences conjugales. Il y a aussi, elle est harcelée moralement et physiquement. Et c'est que la femme, sans papier, quand elle est venue ici, c'est dans sa tête qu'elle va retrouver, qu'elle va vivre comme une femme libre et indépendante, mais la loi de la régularisation, c'est-à-dire elle a empêché cette femme de vivre avec dignité, avec fierté, parce elle peut pas se défendre. Et quand elle va, par exemple, une femme qui est agressée ou harcelée, quand elle va, par exemple, déposer plainte, je ne dis pas qu'elle est maltraitée par les autorités, mais des fois, on connaît des cas, ils ont été aux autorités pour déposer plainte contre ça, et ben ils sont rentrés victimes, ils sont sortis détenus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en séjour illégal, et la femme aussi, elle a des soucis par rapport à ses enfants. C'est-à-dire quand on a des enfants, c'est-à-dire ils sont scolarisés et à un certain niveau, ils sont bloqués. Par exemple, moi, c'est un cas. Moi, j'ai un fils qui a fait ici le collège et le secondaire. Il a décroché son diplôme en électricité auto. Non, oui, électricité auto. Et quand pour faire son stage, il a été libéré parce que il n'a pas le numéro national. Il n'avait pas le droit de terminer son stage pratique, et aussi maintenant, il n'a pas le droit de travailler. Et apparemment, quand même, j'ai peur pour lui de faire une dépression, parce qu'il ne veut pas bouger, il ne peut pas sortir, il ne peut pas voyager avec ses copains. Même à l'école, quand il était à l'école, ses copains ils voyageaient, lui il restait à la maison. Et tout ça, ça l'a déprimé. C'est ça. Et aussi, il y a des femmes qui arrivent ici jeunes, c'est-à-dire ils viennent ici pour faire leur vie, c'est-à-dire pour être plus libres. Eh ben, ils ne peuvent pas se marier par rapport à leur cas, parce que quand elles se marient surtout avec un mari qui est sans papier, elle doit être soumise, elle doit accepter tout. Sinon, il est toujours là à lui dire, ah, il faut faire ça, sinon je vais te radier de la commune, je vais faire ça. Elle a peur, elle ne sait pas où aller pour se défendre. C'est ça. Nous, on veut que cette loi, c'est-à-dire change par rapport à notre situation. On est là pour travailler. Les femmes ici, elles travaillent très fort, c'est-à-dire elles font tout le travail fondamental, le travail domestique. C'est-à-dire, et on a une diversité de niveaux ici, les femmes. Ils ont des diplômes, ils ont fait des études. On peut être infirmière, on peut être comptable. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup de travail. Il n'y a pas que aide ménagère ou le ménage, ou bien travailler dans les boulangeries, ou bien faire le ménage chez eux, ou bien faire… Et alors, même quand on travaille comme ça, c'est-à-dire on travaille avec, comment dire, avec… non, c'est-à-dire avec une peur. On a toujours peur d'avoir une inspection, on a toujours peur. Et surtout, les femmes qui ne sont pas mariées, ils n'ont pas de revenus, ils sont obligés de sortir pour travailler, pour subvenir à leurs besoins, pour payer leur loyer, pour payer leurs charges. C'est trop dur pour eux. Et eux, ils sont venus ici dans le but qu'ils vont avoir une vie meilleure, c'est-à-dire ils auront leurs droits, parce que dans leur pays d'origine, il y a beaucoup de femmes qui sont privées de ces droits. On a beaucoup d'obstacles, c'est-à-dire pour eux, quand elles sont venues ici, c'est améliorer leur vie, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qu'on pensait. Merci. Et on est venu ici. Merci. Est-ce que vous pourriez passer la parole à Fazia? Oui, Fazia. Oui, merci. Voilà. Bonjour. Voilà.
je pense que Monsieur Tariq et Assia, il a dit presque tout. Alors, je peux dire que moi, et comme toutes les femmes, on souffre ici dans la Belgique, parce qu'on est venu ici pour la liberté, pour trouver un peu de la liberté pour nous, quoi. Alors, on souffre ici quand on travaille, surtout quand on travaille, on est des travailleurs ici. Alors, les femmes, elles trouvent beaucoup d'obstacles, difficultés. Et surtout, le patron. Le patron, il n'a pas de la respect. Quand on travaille, il donne toujours les salaires moins. Par exemple, on travaille avec 5 €, avec 6 €. Et même si elle demande 1 €, on peut travailler parce qu'on n'a pas le choix. On a le loyer, on paye le bus, on paye le train, on paye tout. Et voilà, c'est ça. On souffre beaucoup ici. Il y a des femmes aussi qui ont des enfants aussi, qui souffrent ici. Il y a une femme que je connais qui a son fils qui a bientôt 18 ans. Elle fait les études. Elle pleure toujours quand elle vient à l'église. Elle pleure de l'avenir de son fils parce que son fils, il n'a pas le droit maintenant de faire le stage à l'école parce qu'il demande toujours le numéro de nationalité. Et l'enfant, elle est toujours dans la dépression parce que bientôt, quand elle a 18 ans, elle va arrêter l'école. Voilà. Et il y a d'autres... Il y a des femmes âgées aussi. Ah oui, il y a des femmes âgées aussi qui dorment avec nous à l'église, qu'elle a maintenant 67, elle est malade. Et quand oui, elle a travaillé depuis 10 ans ici. Elle a déjà donné 2 fois la carte. Elles sont retirées la carte de séjour. Et la pauvre, maintenant, elle est malade. Elle ne peut pas retourner au Maroc et elle ne peut pas faire sa vie ici avec. Et pourtant, il a sa fille et sa fille, elle travaille bien. Elle a tout. Elle a chef de... Oui, en tout cas, elle a un bon poste. Oui, en tout cas, elle a un bon poste. Et elle a tout, mais elles ne sont pas acceptées. Et la femme, elle est malade. Elle fait les piqûres de 1 000 €, c'est ça? Oui, c'est tous les 6 mois. Oui, tous les 6 mois, elle fait un piqûre de 1 000 €. Et pourtant, là-bas, elle a personne là-bas au Maroc. Elle n'a pas de revenus. Alors, elle a obligé de rester ici pour le soin. Et maintenant, elle est pire. Maintenant, elle est plus malade parce qu'elle est dans le froid. On a dans la dépression. On est presque... on a perdu tout. Et surtout avec Corona, là, on souffre plus. Avant, on travaille. Au moins, même si on ne gagne pas beaucoup, on travaille. Et voilà. Et parfois, on a ils disent parce que j'ai entendu parfois qu'ici, on profite à la Belgique. Mais non, on ne profite pas parce qu'on travaille. Les gens qui travaillent et on paye le loyer, on paye l'électricité, on paye la nourriture, on paye le bus, on paye tout. Alors, je ne pense pas qu'on est des profiteurs. On est des travailleurs. On peut travailler. Et on travaille le travail ici que les jeunes ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'acceptent pas tout. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a le diplôme, il ne peut pas travailler dans le ménage. Alors, au moins, nous, on donne. On donne à la Belgique. Et voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Merci de vos mots. Normalement, si tout s'est bien passé, Mohamed Amin est là chez vous? D'accord. Oui, Je peux dire un petit mot aussi, parce que j'ai oublié quelque chose. Parce Oui, que j'ai oui, senti, vas-y. moi, personnellement, oui? Oui. Oui, merci. Moi, personnellement, je sentais que je suis comme un esclave ici. Et surtout en 2021, parce qu'il y a des patrons qui profitent à nous. Et si on n'accepte pas l'argent, non, pas le demande, L'argent. ah oui.
Si on n'accepte pas, par exemple, le salaire qu'il me donne, par exemple, s'il dit 5 €, alors on accepte 5 €. Sinon, il dit qu'il y a encore des autres. Et je sentais qu'on n'a pas, c'est comme toutes les femmes, qu'on n'a pas de sécurité. Et ce n'est pas juste les femmes africaines, il y a aussi avec nous dans l'église des femmes brésiliennes, il y a des Pakistans, il y a des Mexicains, il y a aussi que je connais des femmes qui souffrent dans la Belgique, des Russes aussi, qui travaillent en noir et que les patrons, elles profitent à les gens qui ne sont pas les papiers. Et tout ce qu'on demande maintenant, une carte pour être l'égalité comme les autres femmes. Et merci. Merci Fazia, c'était très important d'encore dire cela. Merci. beaucoup. Est-ce que Mohamed Amin est là? Oui, elle est là. Oui, super. Merci. Hein. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, comme vous le savez déjà, je suis Mohamed Amin. Je suis un étudiant ici, âgé de 16 ans. Et ça fait 2 années que je suis venu ici avec ma mère, qui avait des problèmes avec son ex-mari, qui l'a maltraité. Il volait de son argent, elle l'a frappé. Et ce que ma mère ne pouvait pas y aller chercher de l'aide. Ses voisins ne voulaient pas l'aider vu que mon père était policier au grade et sa famille ne pouvait pas l'aider vu que il ne supporte pas l'idée, ou bien il n'aime pas l'idée d'avoir une fille divorcée. Chez eux, c'est quelque chose de tradition, quoi. C'est signe de malchance dans la famille de ma mère. Et donc, ma mère faisait déjà des allers-retours ici en Europe depuis il y a 5 ans. Et donc, à un moment donné, les problèmes se sont beaucoup aggravés avec mon père. Et donc, elle m'avait pris et elle m'avait amené ici en Belgique. Au début, ça n'a pas vraiment été vu qu'on ne savait rien du tout ici en Belgique. Et donc, on était resté chez une connaissance à ma mère pendant 1 mois et demi. Cette connaissance commençait aussi de profiter de ma mère vu qu'ils avaient remarqué que ma mère ne comprenait pas beaucoup de choses ici en Belgique. Tout ce qui est paiement, par exemple, ou bien des choses de cette sorte. Et donc, on est sorti et on avait passé, je me rappelle encore, 4 nuits dans une boulangerie. Ma mère avait déjà travaillé en attendant qu'on trouve un logement. Et donc, on a trouvé un logement, heureusement, et on y est toujours maintenant. Mais les conditions dont ma mère y travaillait n'étaient pas supportables. Et donc, on avait à un moment donné décidé de faire une demande d'article 9 bis, comme Tarek avait dit. Mais le problème, c'est qu'on avait raconté notre histoire à l'avocat, mais on l'avait même donné des preuves, on l'avait traduit les papiers nécessaires, mais quand on y va au service des étrangers pour voir la réponse, on trouve que c'était refusé. Et donc, quand on voit la réponse, on voit qu'il avait juste mis qu'on est venu ici avec une visa tourisme, qu'on parle français, qu'on a un logement à nous, mais il n'avait rien mis de ce que je viens de dire. On part chez lui pour voir ce qu'il a fait et surtout pourquoi il avait fait. Il nous dit qu'il ne pouvait rien faire avec notre dossier et il nous dit que si on n'était pas satisfait avec son service, on est obligé de chercher un autre avocat vu que lui, il ne voulait plus nous servir en tant qu'avocat. Mais le problème, c'est qu'on avait une demande de quitter le territoire dans une durée de 30 jours. On lui dit ça, mais il nous dit de s'inquiéter de rien. Mais le problème, c'est qu'on ne l'avait pas dit que ma mère travaillait en noir, et donc il ne savait pas. Et donc, les inquiets de ma mère se sont encore élevés une autre fois, vu qu'elle a peur de la police, qu'elle vienne me prendre moi et me renvoyer au Maroc, sinon nous renvoyer nous deux au Maroc, quelque chose qu'on ne peut pas faire, ni par choix, ni juste comme ça, par ordre. Et voilà, on a cherché un avocat pendant cette durée de 30 jours, on en a trouvé un, il avait fait un recours et on est toujours en train d'attendre la réponse.
Voilà. Ok, merci Mohamed Amin. Est-ce que tu pourrais peut-être dire un peu plus sur comment c'est pour toi d'être ici en Belgique dans cette situation? Bon, dans notre situation actuelle, être sans papier, c'est ne pas avoir accès aux services basiques, quoi. Par exemple, si tu pars à l'hôpital pour faire, par exemple, une opération, ou bien si tu avais cassé un pied dans un accident, tu peux pas y accès vu que on a une carte médicale, certes, mais cette dernière ne peut pas nous aider. Et notre accès est plutôt limité de base au service de l'hôpital. Et donc, voilà, et on ne peut pas faire plainte à la police vu que ceci pourrait risquer notre retour au Maroc, notre pays natal, notre pays où on a beaucoup de problèmes. Et ceci ne s'applique pas que pour moi et ma mère, ceci s'applique pour tous les sans-papiers. Ok, un tout grand merci pour votre témoignage. Est-ce que Ahmed est déjà chez toi? Pardon? Est-ce que Ahmed est déjà entré chez toi pour Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Je dois l'appeler. Ok, Est-ce que tu pourrais l'aller chercher Oui. très vite, très rapidement? Oui. Au revoir. Au revoir. Dus er is nog één getuigenis en daarna gaan we over naar Didier van der Slikke van Orbit en Sotieta Ngo van Siré. Dus, en er komt ook nog verder muziek van Yassine en zijn vrienden die er daarnet waren. Ik zie dat Ahmed is aangekomen. Voilà, Ahmed. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous raconter de l'expérience des hommes sans papier ici en Belgique? Oui, bien sûr. Le quotidien des sans-papiers est souvent amer. Ils sont condamnés à une vie précaire. Ils sont confrontés aussi à des discours stigmatisants et ravissant à l'encontre d'eux en tant qu'être humain, par exemple. Ajoutant à cela la difficulté qu'elles affrontent dans leur quotidien lorsqu'ils s'engagent chez un patron. Ils sont souvent confrontés à l'exploitation, souvent sont mal rémunérés, par exemple. Peut-être qu'ils travaillent plus d'heures et sont moins rémunérés à la normale. Ajoutant à cela, à ce qui concerne, par exemple, les femmes, sont souvent, ils subissent l'asservissement, et la surexploitation, les harcèlements verbaux. Ça, c'est une pratique souvent courante chez les employeurs, dont la plupart des femmes se plaignent. Ajoutant à cela, ça fait un an, la population, elle est frappée en plein coup de fouet, mais les sans-papiers sont aussi également frappés. Ils ont reçu un impact, sont massivement impactés. Donc, vous imaginez les difficultés de vie d'un sans-papier qui ne bénéficie d'aucune aide, d'aucune allocation. Imaginez-vous comment il va mener une vie stable comme les autres citoyens. C'est difficile, sincèrement. Oui, vous pouvez poser cette question si vous le souhaitez, que vous estimerez nécessaire. Merci Ahmed. Oui. Merci de votre témoignage.
Oui, avec plaisir. Oui. Est-ce que je peux ajouter une autre chose? Bien sûr. Ce que je veux ajouter, attirer l'attention, qu'en dépit des conditions que vivent les sans-papiers, met en évidence des problématiques, par exemple la reconnaissance identitaire, en l'occurrence leur reconnaissance en tant qu'être humain, en tant que citoyen, ajoutant à cela la légitimité de leur existence. C'est pour cela la plupart des sans-papiers revendiquent leurs droits en s'accrochant à la légitimité de ces droits. Par exemple, les papiers, c'est un signe visible de reconnaissance, mais pas seulement de reconnaissance, mais c'est aussi, ajoutant à cela, c'est un producteur d'identité, une porte d'accès, une grande porte plutôt d'accès qui ouvre plusieurs perspectives de persévérance, d'épanouissement à ces personnes. Donc, nous sommes devant la nécessité de réclamer ce droit. Donc, par ailleurs, oui, nous sommes devant une nécessité absolue et sine qua non pour se débarrasser des sobriquets qui sont souvent collés au front des sans-papiers, par exemple, ils appellent les sans-papiers, les clandestins, les étrangers, plusieurs surnoms. Alors, nous devons tous se pencher vers ce point dans le but d'avoir une autonomie, comme on dit, sémantico-référentielle. Alors, j'ai un message à passer à tout le monde, à tous les acteurs politiques, associatifs, syndicaux et à la société civile. Je leur dis que nous tendons la main à tout le monde pour un dialogue constructif et pragmatique afin de réaliser toutes nos revendications dans toute la légalité et légitimité, et que nous comptons aussi sur leur soutien et leur voix pour nous aider à atteindre notre but. En ce moment-là, je veux aussi remercier le père Daniel pour sa tolérance dont il fait référence. C'est une icône de tolérance et de générosité, de nous ouvrir les portes de son Église, pas en tant qu'un homme de foi et de dogme monothéiste, mais aussi en tant qu'un homme humanitaire avéré. Je vous remercie. Merci Ahmad, il est dans la salle, donc il aura entendu. Voilà. Oui. Alors on passe maintenant à encore un peu de musique, un peu de guitare maintenant. D'accord, avec plaisir. Voilà. Merci. D'accord, merci à vous. Oui, au revoir. Au revoir. Voilà.
Alors, je passe maintenant la parole à Didier van der Slikke van Orbit. Karen, hoeveel minuten? Zo, voilà. Karen, hoeveel minuten? Een kwartier. Dank u wel. Ja. Ja, goedenavond aan iedereen. De getuigenissen dompelen ons in een geschiedenis die altijd nieuw is en tegelijkertijd al zo lang duurt. Dezelfde woorden als vanavond, die zijn ook in 1996, 97 door de voorgangers van deze sans-papiers uitgesproken toen we na 25 jaar de eerste regularisatiewet hebben kunnen verkrijgen. En dat zijn dezelfde getuigenissen als die van de jaren 2007, om dan onder Van Rompuy een tweede speciaal moment van regularisatie mee te krijgen. Wat ik daaruit onthoud, ten eerste de groep sans-papiers, dat was een vraag ook in de chat. Die is super divers, zo super divers als ons land, als Europa is. Gelukkig heeft iemand van de getuigen ook gezegd dat er in de kerk, maar dat is ook zo op andere plaatsen, mensen zijn van verschillende continenten. En iedereen heeft heel verschillende motieven ook om hier aangekomen te zijn, om hier zijn leven te willen opbouwen en om het moeilijk te vinden om een weg te gaan naar een andere land, een andere migratie of zelfs naar het land van herkomst. Nu, als ik terugblik naar wat we na de regularisaties van 1999 en 2009 telkens als conclusie hebben getrokken, dat is dat de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf in België, in Europa, een blijvend gegeven is. En dat zelfs een grote operatie met 35.000 of 40.000 mensen die dan wel een wettig verblijf krijgen, dat die ons altijd blijven confronteren met een restgroep, met een groep die geen verblijfsrecht krijgt. En ook dat heeft dan weer heel veel redenen. En dus is ons altijd gestrekt om naast de verblijfskwestie ook de basisrechten voor mensen zonder wettig verblijf vast te pakken als een strijd. De getuigen van vanavond hebben eigenlijk heel regelmatig herhaald dat het met die basisrechten of niet goed zit, of dat daar heel veel deuren gesloten blijven, of dat de voorzieningen onvoldoende zijn of niet goed werken. Dat is ook een vaststelling die wij maken, hoewel als je dat Europees bekijkt, dat België, als het gaat over het basisrecht gezondheidszorg, tot een van de beste leerlingen is van de klas. Wat niet betekent dat het voorziene recht altijd wordt toegekend. Hetzelfde als het over arbeidsrechten gaat. De Belgische wetgeving geeft gelijke rechten aan al wie werkt, ook als je geen officiële arbeidsovereenkomst hebt.
dan is het arbeidsrecht van toepassing zoals het voor iemand met wettig verblijf of een Belg van toepassing is. Alleen stelt zich daar ook altijd de kwestie van de afdwingbaarheid. En zeker ook over het arbeidsrecht is er nog een bijkomend probleem. Dat is dat consumenten, ook ik dus, en werkgevers heel graag gebruik maken van goedkope arbeid. En België is dan weer een slechte leerling in de klas van Europa als het gaat over een cultuur van zwart werk. Het is precies alsof dat normaal is. En ik hoorde de dames, maar er zijn ook heren, die huisarbeid doen, terecht klagen over lage lonen. Maar het is precies een sector ook waar de grootste uitbuiting zich situeert en dan ook nog achter gesloten deuren. Onderwijs is ook aangehaald door de jonge man in kwestie, maar ook door de ouders genoemd. Er is een recht op onderwijs voor minderjarigen. Dat is er niet voor volwassenen, voor meerderjarigen. Hoewel dat een aantal universiteiten of hogescholen wel ook opleidingen geven, omdat men zegt, ergens moet de capaciteit van iemand zijn erkenning krijgen en dus moet er, als er wil gestudeerd worden, moet er kunnen gestudeerd worden. Is het niet nuttig voor hier, dan is het nuttig voor het vervolg van het leven op een andere plaats. Bon, wat wil ik daarmee zeggen? Voor ons is het opkomen voor basisrechten en de toepassing daarvan cruciaal. En de energie gaat zeer sterk daarnaar. Zal daar ook blijven naar gaan voor onze organisatie. Lokale organisaties waarmee wij samenwerken, vooral in Vlaanderen, die hebben het daar constant over. Recht op onderdak, recht op voeding, recht op onderwijs, gezondheidszorg. En wat terecht ook wordt gezegd, het recht om als een slachtoffer van een gewelddaad of een haatmisdrijf klachten kunnen neerleggen in alle veiligheid. En daar bestaat trouwens nu ook een Europese richtlijn over, die eigenlijk zegt dat je ook zonder wettig verblijf veilig uw klacht moet kunnen indienen. En op dat punt kan België nog heel veel leren, hoewel een aantal nieuwe centra die geopend zijn, ook toegankelijk zijn voor vrouwen zonder wettig verblijf. Maar ik ga niet in detail daarover. Het kwartier is het kwartier. Dus ik denk dat het fundamenteel is om op die basisrechten te blijven inzetten. Niet alleen omwille dat het de menselijke waardigheid belangrijk is, maar ook omdat we altijd met mensen zonder papieren onder ons zullen zijn in deze wereld waar ongelijkheid en machtsongelijkheid ook zorgt voor gedwongen migratie. Ik hoor een aantal mensen vanavond vanuit Marokko getuigen. Het is duidelijk dat het leven in Marokko op dit moment zorgt voor zware problemen voor een aantal mensen, dat er vluchtwegen gezocht worden. En dat heeft dan weer te maken met de manier waarop er in het land met die basisrechten en mensenrechten wordt omgegaan. Ik denk dat helder is, dat niet alleen de overheid, maar ook alle andere tussenstructuren, zoals ook hier en op andere plekken in de wereld, er vaak voor zorgen dat mensen het niet meer zien zitten. Ik kijk nu naar Venezuela, waar heel veel mensen de vlucht genomen hebben naar Brazilië en de States. Ik denk in Afrikaanse landen waar hetzelfde gebeurt. Dus de basisrechten. En gegarandeerd moeten we daar ook Europees op inzetten. En daarom dat we ooit het platform International Cooperation Undocumented Migrants, PICM, hebben opgericht, omdat Europa op dat punt een belangrijke partner zou kunnen zijn voor de basisrechten van mensen zonder wettig verblijf. Bon. Dan is er het andere punt, dat is de regularisatie en mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Wat wij hebben vastgesteld, dat is dat er een soort van automatisch gegeven is dat men zegt tegen iemand, je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten, je hebt de optie vrijwillig terug of gedwongen terug. Die laatste, gedwongen terug, is geen optie.
Dat is dan wat er komt als je niet kiest voor een vrijwillige terugkeer. Wij wilden een manier vinden om dat automatisme te doorbreken. Vandaar dat wij beginnen spreken zijn, niet alleen over regularisatie, maar over een beleid naar mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Wat doe je daarmee als samenleving? Wat doe je daarmee als overheid? Welke instrumenten zet je in om de dialoog aan te gaan met die groep? Want ik kan niet beslissen in de plaats van een migrant zonder wettig verblijf wat haar of zijn toekomst is. Wat de toekomst is van dat gezin. De persoon zelf moet actor blijven van zijn of haar toekomst. De persoon zelf moet kunnen op zoek gaan naar hoe geef ik mijn verdere leven een gevolg. En dat vraagt rust, ruimte en respect. Dat vraagt niet dat mensen op straat worden gestuurd. Dat wordt niet mogelijk als je mensen in detentie steekt. Dat wordt maar mogelijk als je de dialoog kunt aangaan met mensen die je vertrouwt en die met u meezoeken. Is er een fout gebeurd in uw dossier? Laat ons dat nog eens helemaal bekijken. Wat zijn uw eigen projecten geweest als je naar hier kwam? Zijn die gerealiseerd of zijn die mislukt? En wat is dan de keuze, de positieve keuze die je eventueel kunt maken? En daarom hebben we ook gepleit dat die ruimtes van rust en respect er zouden komen. Dat er een plaats komt waar mensen niet op straat, niet in een detentiecentrum, naar een perspectief voor hun leven. Daar willen we energie ook in steken. Het is nu met de regering een mogelijkheid die zich aandient, waar de staatssecretaris zal moeten kleur bekennen. Het staat in het akkoord, er staat in dat er financiering voor komt en dat die projecten er gaan komen. We verwachten dus dat dat niet te lang meer duurt, vooraleer dat we daar de eerste initiatieven echt van zien en we willen absoluut aan meewerken. Dan is er de kwestie van de regularisatie of het verblijf dat onwettig is wegmaken. En daar zeggen wij, ja, doe dan eerst dat je al 8 jaar doet, met name, we gaan voor staatlozen niet repatrieerbare een regeling vinden. Doe dan eerst wat dat je absoluut moet doen voor gezinnen, de kinderen de eerste nationaliteit hebben. Zorgt dat dat gezin zijn verblijf kan vinden. En dan ga met experten aan tafel, dat is wat hier genoemd is een commissie, een onafhankelijke commissie, ga aan tafel. Bekijk daar binnen het huidige kader wie een verblijf kan krijgen. De tendens op dit moment is, zo laat ik mij zeggen, dat deze staatssecretaris tot meer bereid is dan de vorige. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik weet wel dat er een openheid is om naar de stem van de sans-papier, zoals jullie het daarnet hebben gedaan, te luisteren om te beschrijven wat die honderden situaties zijn waar mensen in verzeild zijn geraakt. Daarnaast zijn er heel veel sociale organisaties, lokale organisaties, die zeer goed ook weten met de mensen die zij ondersteunen, voor aan de steel zit. Ik zou doen om die kennis van zaken, die verhalen, die situaties, vooral te delen en ter sprake te brengen. En ook ervoor te zorgen dat elk aanbod van dialoog, een lokale of een federale overheid, dat die vastgepakt wordt. Ook al moet je daarvoor naar een kabinet trekken, doe daar het verhaal. We hebben dat een aantal jaren geleden ook gedaan met huisarbeiders die naar het parlement zijn gegaan, om daar eigenlijk voor de eerste keer te vertellen aan de parlementairen, weet u, de huisarbeid in België, dat gebeurt door ons. Dat gebeurt door vrouwen zonder papieren, dat gebeurt door mannen zonder papieren. Weet je dat dat een gat is in uw arbeidsmarkt? Weet je dat je dat moet gevuld krijgen? Weet je dat dat optie moet voorkomen? En dat is vandaag nog altijd niet gebeurd. Hoewel we allemaal weten dat arbeid fundamenteel is om de economie ook te doen draaien.
allemaal weten dat België ondertussen de ILO-conventie voor waardig werk van huisarbeiders heeft ondertekend. Dus op dat punt denk ik dat we een stap kunnen vooruitzetten met deze nieuwe regering, die nu eenmaal onze partner is. Ik bedoel, er is geen andere regering dan deze die we vandaag vinden. Ik wil het misschien daarbij laten met nog een laatste punt. Ondertussen, het moeilijk leven en overleven gaat verder. Dat elkaar ondersteunen, dat is organisaties zijn lokaal die dat doen. Geweldig dat er individuele burgers dat doen. Doe zo voor, maar er is ook nog iets dat ons rest dit jaar doen. Dat is met name dat alle mensen zonder wettig verblijf gevaccineerd geraken. En er is een akkoord dat iedereen op het gebied zal gevaccineerd worden, dat men dat echt wil doen. Het is nu aan ons om dat in de praktijk te brengen. En ik zou u allemaal willen oproepen om daar ook over te spreken met elkaar. Om mensen die daar schrik voor hebben, om daar naar te luisteren. En om de vaccinatie ook voor de sans-papiers mee mogelijk te maken. Dank u wel. Dank u wel, Didier, voor deze heldere uiteenzetting. Dan laat ik nu het woord aan Sotieta Ngo van CIRE. Sotieta Ngo is directrice van CIRE. Merci, bonsoir. Je vais essayer de compléter un petit peu l'exposé que Didier a fait. Il a parlé des dernières opérations de régularisation en les mettant dans le temps, parce que c'est donc dans les années 90, fin des années 90 et fin des années, de la première décennie de 2000, donc 1999 et 2009, qu'il y a eu des régularisations. Et puis depuis, plus rien. Depuis, on a plutôt été dans un système qui s'est resserré, un système pour l'accès à un séjour légal qui s'est resserré. Je vais essayer d'organiser mon exposé ici en 3 points. Le premier, c'est qu'est-ce qui a changé depuis 1999 et 2009, qu'est-ce qui n'a pas changé, et puis je terminerai par la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 1999 et 2009? Il faut savoir qu'en 1999 et 2009, la situation des personnes sans papier n'était pas, comme Didier l'a dit, très différente, malheureusement, de la situation actuellement vécue et rapportée par les témoins qui m'ont précédé. En 1999 et en 2009, néanmoins, on est arrivé à une situation où le nombre de personnes sans papier et leur situation était telle que la mobilisation à laquelle on assiste aujourd'hui, s'est fait de plus en plus importante. La mobilisation des personnes sans papier, mais d'acteurs clés également, à côté des soutiens habituels comme Orbit, comme le CIRE. La société civile tout entière s'est mobilisée, les lieux de culte, l'église du béguinage, et le père Aliette était déjà là, les universités, les hautes écoles, elles commencent aussi, les artistes également se sont mobilisés à l'époque. Il y a eu certains événements médiatiques également, comme les occupations des églises en France, ou, pour revenir à la Belgique, le décès de Semira Adamou lors d'une tentative d'expulsion. Ces situations, ces événements ont influencé les débats sur la situation des personnes sans papier en Belgique. Ça a abouti à une sensibilisation importante de l'opinion publique à travers des débats comme celui que nous faisons ce soir. Ça a fait grandir la pression sur les partis politiques à tel point que lorsqu'il y a eu des négociations pour le gouvernement fédéral, un accord a été trouvé entre les partis politiques de la majorité pour régulariser les sans-papiers selon des critères. En 1999 et 2009, il y a donc eu cet accord pour savoir quels critères, comment allions-nous faire, et il y a toujours eu accord pour une application assez temporaire dans le temps, même si en 2009, certains critères plus permanents ont été dessinés. En 1999 et en 2009, il y a eu une prise de décision d'appliquer temporairement des critères et de permettre temporairement, dans une fenêtre de temps qui était ouverte, de permettre à des personnes qui étaient déjà sur le territoire d'introduire une demande de séjour, de se voir appliquer un critère et d'obtenir un titre de séjour. La commission, dont on a entendu parler déjà, a été mise sur pied à ce moment-là avec des experts pour examiner les situations que les personnes sans papier amenaient pour pouvoir établir leurs attaches en Belgique, leur ancrage, l'histoire qui les lie avec la Belgique.
Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 1999 et 2009 ? Certaines lois ont changé. On a vu notamment une disposition qui concerne le séjour médical, le 9 ter, est venu s'inscrire dans la loi. Ça n'existait pas avant. On a vu aussi en termes d'asile une nouvelle protection apparaître, ça s'appelle la protection subsidiaire. Donc il ne fallait plus désormais être un opposant politique pour obtenir l'asile, être victime d'une violence aveugle dans le cadre d'un conflit peut aussi donner un titre de séjour. La durée des procédures d'asile, c'était aussi un critère. La durée des procédures d'asile et l'arriéré devant les instances d'asile, du coup, ont été raccourcis. À l'époque, il était question de procédures d'asile qui dépassaient les 5 à 6 années de procédure. Certains critères ont aussi été inscrits dans la loi. Ça, c'est ce qui a changé depuis 1999 et 2009. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est que la fabrique des sans-papiers, ce que j'applique avec des guillemets, la fabrique des sans-papiers a continué. Nous avions, beaucoup d'opérateurs, d'acteurs actifs dans le combat pour les sans-papiers, nous savions qu'une campagne de régularisation ponctuelle, même si elle pouvait être salutaire à ce moment-là, même si elle a permis à ce moment-là que des dizaines de milliers de personnes obtiennent un titre de séjour, nous savions qu'elle ne suffirait pas. Nous demandions l'inscription dans la loi de critères légaux et permanents, parce que nous savions que cette mesure de régularisation était un pansement et n'allait pas régler le problème véritablement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est donc une série de procédures, le séjour médical, le séjour pour le travail, le séjour pour regroupement familial, mènent parfois à des impasses, des voies sans issue. Pour illustrer cette situation, dans le séjour médical, je vous ai dit que c'était apparu dans la législation, malheureusement. Donc, on a salué l'apparition de cette possibilité de soumettre une situation médicale grave pour obtenir un titre de séjour. Le problème, c'est que cette procédure prévoit de prouver son identité avant que ne soient examinés les motifs médicaux. Et malheureusement, ne pas pouvoir prouver son identité aboutit à ce qu'on n'examine pas les motifs médicaux. Et puis même quand on prouve son identité, l'examen des motifs médicaux se fait sans examen. Il n'y a pas la même déontologie qui est appliquée par les médecins lorsque un citoyen belge ou autorisé au séjour demande un avis médical ou lorsqu'un médecin de l'administration regarde la situation médicale qui est invoquée par une personne qui demande un titre de séjour. Il y a toute une série de dysfonctionnements dans la procédure de séjour médical qui aboutit à ce que des personnes n'obtiennent pas le titre de séjour. Les témoignages, les deux témoins nous ont parlé d'une femme qui avait des soucis de santé, qui avait besoin de soins importants, qui n'étaient pas disponibles ou pas accessibles dans son pays d'origine. Ces situations sont les impasses dont je vous parle. Elles sont censées pouvoir être réglées dans la réglementation belge aujourd'hui, mais elles ne le sont pas en pratique. Dans le séjour humanitaire, le fameux 9 bis dont on a entendu parler aussi, ce qui n'a pas changé, c'est qu'une demande de séjour humanitaire, elle est examinée par le secrétaire d'État dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Alors, discrétionnaire ne veut pas forcément dire arbitraire, mais discrétionnaire veut dire sans critère. Ça veut dire que c'est un examen qui est fait d'après des critères qu'on ne connaît pas à l'avance. La procédure d'asile, ça n'a pas changé non plus, malheureusement. Il n'y a qu'à regarder, pour tous ceux qui s'y intéressent à la procédure d'asile, les taux de protection et les pays d'origine des personnes. C'est pas parce qu'on vient d'un pays en guerre et dont il est unanimement connu que le pays est en guerre qu'on obtient une protection. Nombreux sont les personnes qui viennent de pays en guerre, qui ne parviennent pas à obtenir une protection en Belgique. Le regroupement familial, aussi, malheureusement, laisse sur le carreau de nombreux membres de la famille, alors qu'elles sont bien membres de la famille. Aujourd'hui, le regroupement familial concerne la famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants mineurs. Les ascendants, donc les parents ne sont pas concernés, les frères et sœurs non plus, les oncles, tantes, cousins non plus. Parfois aussi, lorsqu'on a un enfant dont on n'est pas le parent biologique, c'est très compliqué d'obtenir un regroupement familial. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la délivrance des visas. La délivrance des visas, court séjour ou long séjour. Donc, quand on veut venir en Belgique et qu'on n'est pas européen ou dispensé de visa,
il faut solliciter un visa pour venir. Et les délivrances de visa sont compliquées, sont rigides. Il y a les conditions qui sont écrites et puis il y a aussi l'appréciation qui est faite à la frontière et qui est faite sur base de quelque chose qui n'est pas inscrit dans la loi. C'est est-ce que l'agent est convaincu que la personne va bien rentrer dans son pays d'origine après la durée de son visa? Ces visas dysfonctionnent aujourd'hui, on le voit. Le CIRE a un service de première ligne aussi et reçoit de nombreuses personnes ou de nombreuses situations dans lesquelles on voit qu'un visa a été accordé, mais que l'entrée n'a quand même pas été autorisée sur le territoire. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'accès au travail, l'accès au séjour pour des raisons de travail. Il est très compliqué aujourd'hui, toujours aujourd'hui, d'obtenir un titre de séjour sur base de son travail. Alors, il y a certaines fonctions, notamment des fonctions hautement qualifiées, qui rencontrent moins de difficultés. Mais pour les fonctions non hautement qualifiées, il est très compliqué de solliciter de la Belgique un titre de séjour parce qu'on a un employeur qui est prêt à nous embaucher. Alors, maintenant, dans quelle situation nous sommes? Les sans-papiers sont très nombreux, vous l'avez vu à travers les témoignages, des femmes, des hommes, des enfants, parfois nés en Belgique, scolarisés en Belgique, des adultes qui travaillent dans des filières qu'on connaît bien, qui ont été citées, l'ORECA, le bâtiment, les soins aux personnes, les personnes âgées, les jeunes enfants également. Les filières sont connues, on sait aussi malheureusement à quel point les personnes sans papier, les travailleurs sans papier sont exposés à tous les risques. Ça n'est pas systématique, mais le risque est là, le risque d'exploitation, le risque de violence, les témoins vous en ont parlé, le risque est toujours là. Alors, on n'est pas, Orbit et Fairwork sont des organisations qui accueillent et qui accompagnent les personnes qui sont victimes d'exploitation, victimes de non-paiement de salaire, par exemple. Mais on le sait, la protection qui est accordée aux victimes est insuffisante. Et la Belgique est en défaut, pour l'instant, de transposer une directive européenne pour permettre à des victimes d'exploitation de pouvoir porter plainte contre un employeur qui aurait abusé de leur situation. Alors, je vous l'ai dit, en 1999 et 2009, on savait qu'une régularisation one-shot n'était pas une solution, que ce n'était qu'une mesure pansement. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes en 2021 et nous sommes encore à demander une régularisation. Pas que l'on croit que ça réglera tous les problèmes, mais on sait que depuis 2009, rien n'a été fait pour éviter de se retrouver encore dans cette situation. Donc une régularisation paraît incontournable. On fait des amnisties fiscales en Belgique, considérant qu'il faut remettre les compteurs à zéro et puis essayer de changer la législation. Eh bien ici, c'est une amnistie administrative qui est demandée. La régularisation, ça n'est que ça. C'est considérer qu'une personne qui n'est pas en ordre administrativement, on la met en ordre, mais on s'intéresse désormais à la loi, à comment on en est arrivé là, à ce qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent sous-citoyens et sous-citoyennes alors qu'ils travaillent, qu'ils fréquentent les écoles, qu'ils s'asseyent dans le bus à côté de nous et qu'ils contribuent à la vie sociale et économique comme tous les autres citoyens. Ce que nous demandons, c'est que toutes ces situations que les témoins vous ont rapportées et dont je vous fais part ici, que toutes ces situations humaines trouvent une solution dans la loi, que l'on ouvre des critères, des voies légales vers le séjour légal. Il faut bien sûr qu'il y ait des critères. Le pouvoir discrétionnaire, on le sait, le secrétaire d'État y tient au pouvoir discrétionnaire, il a envie de pouvoir aussi s'intéresser à certaines situations qui ne rentrent pas dans des critères. Parce que des critères, ils sont écrits et ils sont relativement fermés. On est dans le critère ou on n'est pas dans le critère. On sait qu'il y a des situations dramatiques où, lorsqu'on exige autant d'années de séjour et qu'on ne les a pas, eh bien, on ne les a pas. Le pouvoir discrétionnaire n'empêche pas que soient objectivées les conditions de délivrance des titres de séjour aux personnes qui sont déjà sur le territoire. Alors, ça peut se faire, ça devrait se faire par une commission indépendante. C'est très compliqué pour l'administration, on peut l'imaginer comme l'Office des étrangers, qui est chargé de rendre des comptes sur la gestion des migrations, d'examiner de manière impartiale et indépendante une situation humaine qui lui est portée. On réclame une commission indépendante, Tariq en a parlé, pour examiner toutes ces situations humaines. Et quelles sont ces situations qui doivent trouver une solution désormais ? Elles sont déjà connues, elles étaient déjà connues en 2009 et en 1999.
Il s'agit de certaines longues procédures. Lorsque on attend depuis plusieurs années une réponse sur une procédure qui a été introduite, et lorsque 3 ans après, 4 ans après, on n'a toujours pas de nouvelles, on s'attache, on s'ancre parce que personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, pas même un sans-papier ou une femme sans-papier. Et donc, tout le monde travaille, s'ancre et fait sa vie. Une longue procédure, ça veut dire une longue vie derrière et de longues attaches. Une longue procédure, c'est une des situations, c'est un des critères qui doit trouver une réponse avec la délivrance d'un titre de séjour. L'impossibilité de retour aussi, on sait que ça concerne, et c'est vrai que l'accord de gouvernement aujourd'hui parle un petit peu d'impossibilité de retour des personnes apatrides notamment, mais on sait que les impossibilités de retour sont plus nombreuses que les simples situations d'apatridie. On sait, il y a eu l'affaire des Soudanais, donc pour ceux qui auront suivi cette actualité, il y a eu l'expulsion sous le gouvernement précédent de plusieurs personnes soudanaises vers le Soudan, parce que l'État avait considéré que ces personnes n'avaient pas le statut de réfugiés et que donc, elles ne craignaient rien à être renvoyées vers le Soudan. Et pourtant, le doute a été permis, une enquête a été menée et le doute est resté. Et donc, on sait que même quand on n'obtient pas le statut d'asile, on a parfois de bonnes raisons de craindre en cas de retour dans son pays. L'impossibilité de retour, c'est un des autres critères qui est réclamé ici pour mettre fin à cette situation d'indignité dans laquelle les personnes sans papier sont. Les personnes gravement malades, je vous en ai parlé, c'est aussi un critère qui doit permettre d'effacer, de remettre l'ardoise à zéro et de se dire, lorsqu'on est gravement malade, qu'on établit qu'on est gravement malade et qu'on n'a pas accès aux soins qui sont nécessaires, accès géographique ou accès financier, on devrait être régularisé en Belgique. Les attaches sociales, les circonstances humanitaires, vous avez entendu par les témoins que des personnes s'établissent en Belgique de longues années, se marient, parfois sont nées en Belgique et donc y ont toute leur vie. Toutes ces attaches, ce sont aussi des situations qui doivent trouver une solution. Et puis enfin, la contribution socio-économique. Et ici, nous savons, tous les témoins l'ont dit, les travailleurs sans papier sont déconsidérés aujourd'hui. Ils sont potentielles victimes d'exploitation et c'est insupportable parce qu'on le sait, la présence de travailleurs sans papier fait que certains employeurs en profitent. Certains employeurs en profitent pour dire c'est à prendre ou à laisser et toi, travailleur sans papier, si tu le refuses, un autre l'acceptera. Et donc, ça n'est bon pour personne. Alors, ce que nous demandons, mais nous ne sommes pas les seuls à demander, ce sont des voies d'accès au séjour légal. Au-delà de la régularisation, des voies d'accès au séjour légal, même la Banque nationale fait le constat aujourd'hui que le marché du travail est trop rigide pour les personnes étrangères. Même l'OCDE constate qu'aujourd'hui, le marché du travail est trop fermé. Alors, si on blanchissait, c'est-à-dire si on permettait aux travailleurs sans papier de devenir des travailleurs avec papier, on sait que les caisses de la sécurité sociale engrangeraient des millions supplémentaires. Alors, si on comptait l'apport des personnes sans papier, des travailleurs sans papier à l'économie, ce que la Banque nationale ne fait pas, malheureusement, on sait que ça changerait la donne. La Banque nationale invite l'État belge, les autorités fédérales, à augmenter le taux de participation des étrangers en Belgique. Ça veut dire augmenter le travail des personnes étrangères. Mais si on ne tient pas compte du travail qui est déjà accompli par les travailleurs sans papier, on regarde que la moitié d'un tableau. Et donc, on demande l'ouverture de voies d'accès au séjour légal, l'assouplissement du marché du travail. Mais en fait, ce qu'on demande aussi, c'est un autre regard, probablement, sur les migrations et sur les personnes qui migrent. Un des témoins en a parlé, il faut cesser la criminalisation, cesser la répression, la stigmatisation et l'exploitation. Les sans-papiers sont des citoyens qui travaillent, qui vivent, qui s'ancrent, et il faut leur reconnaître leur qualité de citoyen avec des droits et pas que des obligations. Didier en a parlé, la systématisation de la pensée selon laquelle quelqu'un est en séjour illégal, on va lui délivrer un ordre de quitter le territoire, donc il va partir volontairement ou il partira de force, ça ne marche pas. Il faut repenser les choses. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Par ailleurs, ça coûte très cher à l'État. Il faut savoir que la politique de détention et d'expulsion coûte très cher. Rien que pour un jour de détention dans un centre fermé, c'est 200 €. 200 € par jour.
et par personne. Si ce budget qui est consacré à la détention et aux expulsions était consacré à l'intégration et au soutien ou à la formation professionnelle des sans-papiers, on aboutirait probablement à un autre résultat. Alors, ce qu'on souhaite, nous, au CIRE, c'est réparer la réglementation, arrêter que la fabrique des sans-papiers ne fonctionne à plein régime. Il faut mettre un moment de pause et commencer à ouvrir les yeux, regarder la situation, constater que ce dont on a peur, l'appel d'air, je pense que c'est Tariq qui en a parlé au début, l'appel d'air que les autorités, toutes les autorités politiques craignent, ne s'est jamais produit. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de régularisation depuis bien longtemps et pourtant, les personnes sans papier se comptent par dizaines de milliers. Donc, l'appel d'air est une mauvaise réponse. La pénalisation du séjour irrégulier, donc considérer qu'on est en défaut lorsqu'on est en séjour irrégulier, ça n'aboutit à rien, si ce n'est à la stigmatisation. Un des témoins en a parlé aussi. Ça conduit à être stigmatisé, criminalisé, et ça fait peur, ça effraie lorsqu'on est victime de violence ou d'exploitation. C'est un frein vers la police parce qu'on a peur d'aller porter plainte et de se déclarer victime lorsqu'on sait qu'à la clé, potentiellement, il y a une détention et une expulsion. Alors, on ne choisit pas de vivre sans papier. Le CIRE, on a fait, sur base des situations qui nous revenaient, on a fait une brochure pour expliquer comment on devient sans papier. Il faut savoir que la plupart des personnes sans papier ont eu des papiers à un moment de leur histoire et les ont perdus pour tous les dysfonctionnements dont je vous ai parlé. Alors aujourd'hui, regardons la situation et regardons l'apport des personnes étrangères et des personnes sans papier au marché du travail, à l'économie et à la société dans son ensemble. Ouvrons les yeux et ouvrons les canaux de migration légale à côté de la régularisation des sans-papiers. Il me semble que c'est essentiel. Et j'en ai terminé. Merci, Madame Ngo. Alors, maintenant, on passe aux questions et réponses. Je vais rajouter les autres orateurs. Voilà. Ahmad est resté chez nous aussi pour encore répondre aux questions aux personnes qui ont témoigné, qui occupent l'Église. De eerste vraag die ik binnengekregen was, hebt u al contact gehad met Sami Mehdi? Ahmad, je crois que ça sera une question pour vous. Est-ce que vous pourriez appuyer sur le bouton pour qu'on vous entende? Donc, la question, c'est que si vous avez déjà eu un contact avec le ministre, je vais vite venir. Je vais laisser un tout petit instant, je vais allumer le micro chez Ahmad. Voilà. Oui. Donc, est-ce que vous avez déjà eu un contact avec Sami Mehdi? Non, jamais. Donc, il n'est pas encore venu chez vous à l'église. Non, pas encore. On n'a jamais eu de contact de Sami Mehdi chez nous à l'église Saint-Jean-Baptiste, rue du Béguinage. Non, jamais. Non. Il y a eu une invitation de la part de Sami Mehdi, ça j'ai entendu. Ça, j'en suis pas au courant sincèrement, pour être honnête. Ok, oui. Ja, ik heb daar iets over. Ja. We hebben het meegemaakt bij een vorige regering, ik moet geen namen noemen, dat maakt nu niet uit, dat een minister inderdaad toen naar de Begijnhofkerk is geweest. Ik denk dat de huidige staatssecretaris zich heel goed ofwel herinnert of weet wat voor een gevolgen dat allemaal heeft gehad. Dus ik vermoed dat ze niet voor vandaag zijn en ook niet voor morgen. Maar waar ik wel op hoop dat er nog geen uitnodiging zou geweest zijn of het niet duidelijk is dat
er een delegatie kan komen naar het kabinet zelf, dat dat wel zou gebeuren, omdat ik zelf overtuigd ben dat veel dialogeren ons hier gaat vooruit helpen. Maar ik zelf ben in de plaats de vrije vereniging sans papiers, dat is hun keuze. Ik ben zelf overtuigd dat de dienst van Sami Medi er nooit komt. Oké, ja, dank u. Iemand vraagt, kan iemand dan in het wit werken in een bedrijf? Ja, ik heb die vraag ook gezien. Iemand die geen wettig verblijf heeft, kan niet legaal werken. Laat het ons daarbij houden, maar het komt wel voor dat mensen tijdens een legaal verblijf werken en dat dan een verblijf stopt en dat ze dan in feite vanaf dan ook niet meer legaal zouden kunnen doorwerken. Dat maakt het geen verschil in die zin dat of je nu wit of zwart werkt, het maakt wel verschil. Ik bedoel, de uitbuiting is er en de bescherming zakt veel dieper. Maar vanuit recht bekeken kan een werknemer zonder papieren hetzelfde salaris eisen, zelfs voor de voorbije 3 maanden, om correct betaald te worden. En wordt de werkgever vervolgd. Wij kennen een aantal situaties bij Fair Work Belgium waar waar verschillende mensen zijn blijven doorwerken en waar de werkgever niet op de hoogte was van het wegvallen van het legaal verblijf. Maar op zich zeg ik, dat is uitzonderlijk. Ik bedoel, dat maakt het verschil niet. Wat Sophie terecht zegt, is dat men de bijdrage van sans-papiers in de economie onderschat, eerder zeggen, gewoon wegmoffelt. En ik vind het niet aanvaardbaar dat er nog een onderzoek zou gebeuren naar de Belgische markten. Want er hebben 4 arbeidsmarkten in dit land. Dat er nog een onderzoek zou gebeuren waar geen rekening wordt gehouden met de bijdrage van werknemers zonder wettig verblijf, want je vindt die in alle mogelijke sectoren en met alle mogelijke drama's. Dus ik denk dat het echt een soort van... dat de politiek nu een soort van één oog heeft om te kijken naar de arbeidsmarkt en ondertussen dat dit oog niet wil of geen weet wil hebben van het feit dat onze economie anders zou draaien, mochten de sans-papiers er niet in werken. Ik heb daarnet het voorbeeld genoemd van huisarbeid. Waarom zeg ik dat? Omdat veel tweeverdieners een huisbediening verzoeken willen. En dat is zelfs geen knelpuntberoep. Dat is zelfs iets wat geen toegang geeft tot de Belgische arbeidsmarkten. Dus er wordt over hoogopgeleiden en over klassieke knelpuntberoepen. Maar er zijn heel veel knelpunten. Si je peux ajouter quelque chose, Karim, on le sait, tous les citoyens le savent. Les autorités, comme dit Didier, préfèrent le nier, mais on le sait, et on le sait que dans le bâtiment, par exemple, on le sait que pour garder les personnes âgées ou les jeunes enfants, ce sont beaucoup de personnes sans papier, mais on sait aussi que pour faire des travaux à la maison, les travailleurs sans papier sont très représentés dans ce secteur-là. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que comment on travaille sans papier, au-delà des cas que Didier a déjà dit, un cas qui peut parler, puisqu'il est très lié à l'actualité, qui a été un peu médiatisé, c'est le cas d'une personne sans papier qui a été formé, par exemple, comme infirmier en Belgique. Il était alors avec papier. Et puis, on a un hôpital, l'hôpital de Liège, qui veut l'engager et qui fait tout le nécessaire pour essayer de l'engager et de rentrer dans les règles. Il fait une demande de permis unique et le permis unique est refusé. Pour quel motif ?
Pas parce que la personne n'est pas compétente, pas parce que la personne ne parle pas français, pas parce que la personne prendrait trop de temps à arriver, parce que la personne est sans papier. Et le problème, c'est ça. Un employeur qui cherche un travailleur, mais qui ne le trouve pas, mais par contre qui a un travailleur sans papier sous la main, prêt à travailler, finit par l'engager. Les employeurs le savent, les employeurs n'ont pas toujours le temps d'attendre la procédure et d'attendre le bon vouloir de l'autorité pour pouvoir engager quelqu'un de compétent, de disponible et qui répond à son besoin économique. Ok, merci. La prochaine question vient de l'Isaac. Quel a été l'élément déclencheur des régularisations one-shot dans les années 90 et en 2009? Question intéressante. Qui veut Alors, répondre? je commence, mais Didier a assisté de près, je n'ai assisté de près qu'à une des campagnes et Didier a assisté aux deux. Les éléments déclencheurs, comme je l'ai dit, en fait, c'est un contexte. C'est un contexte de plusieurs années. C'est un contexte de situation qui grandit et où on voit le nombre de personnes sans papier, le nombre de vies et de situations différentes qui sont concernées avec quelque chose d'inacceptable qui prend de l'ampleur et qui contamine la société. Les acteurs de la société civile, les citoyens, des acteurs clés, des personnalités, et qui finit par acculer les responsables politiques à devoir trouver un accord. C'est surtout ça. Mais il y a aussi eu d'autres événements déclencheurs. La mort de Semira Adamou, j'en ai parlé, c'est resté un événement marquant qui a marqué la vie politique belge et la vie politique à l'égard de regard sur la migration et sur les personnes sans papier, puisque Semira Adamou était une personne sans papier, enfin à laquelle les papiers avaient été refusés et qui était expulsée. Elle est morte pendant son expulsion, puisqu'elle a été étouffée par un coussin qui était posé sur elle pour l'empêcher de crier. Donc ça marque évidemment et ça fait tout d'un coup s'interroger sur qu'est-ce qu'on est en train de faire finalement. C'est pas tellement un événement déclencheur, c'est un concours de circonstances qui aboutit à un rapport de force, à une mobilisation importante, et tout ceci doit être là en même temps que pour arriver, c'est ce qui s'est passé en tout cas en 99 et 2009, à enfin voir un regard autre se poser sur la situation des sans-papiers. Didier, je ne sais pas si tu veux compléter avec 99. Ja, ik denk omdat toch nog, ik ben geen historicus, maar de laatste regularisatie voor 2000 ja, was 1974. En dat was een regularisatie in feite om de eerste periode van de gastarbeid af te sluiten. Maar we zijn dan vanaf die periode in een laagconjunctuur beginnen gaan. Ik kwam toen ongeveer op de arbeidsmarkt, denk ik. En dat betekent ook de periode waarin extreem rechts zich gaan versterken is. En dat heeft een hele lange tijd geduurd vooraleer we een premier gevonden hebben die bereid was om te willen regulariseren. En dat was toen Verhofstadt samen met de Groenen in de regering Verhofstadt 1, die vanuit een liberale, open denken, arbeidsmarkten open, eengemaakt Europa die begon aan terrein te winnen of praktisch te worden. Dus dat was politieke willing. Dat is een belangrijk gegeven. Een regeringsleider die zegt, vooruit met de geit, kom maar, doen. Maar natuurlijk, na het, laten we zeggen, sensibiliseringswerk, de acties, dat hoort daar ook bij. En de tweede premier die we gehad hebben, die dat gedaan heeft, die heeft dat gedaan vanuit ethische invalshoek. Dat was Herman van Rompuy. Hij wou niet, hij deed dat niet vanuit, bij mij weten, hè? Niet vanuit liberaal denken, maar vanuit humaniteit, menswaardigheid, digniteit. Dus ik denk dat dat toch ook een heel belangrijke factor is, dat er een federale
premier is die voldoende gezag heeft om bij het begin van de legislatuur het verschil te maken. En wat ik nu wel vaststel, maar ik ga daarmee niet zeggen dat regularisatie onbelangrijk is, maar het is heel lang geleden dat we in het regeerakkoord zo'n interessant hoofdstuk vinden rond mensen zonder papieren. Dat is echt een ommekeer in mijn beleving. Tot nu toe ging dat over illegalen en terugkeer. Als je het regeerakkoord leest, is dat niet het enige. Dat woord wordt ten eerste al niet gebruikt. Het discours ook niet. Maar die terugkeergedachte, die zit daar nog altijd in. En dat heeft dan weer te maken met Europa. En ik denk dat onze kracht eigenlijk zit in het Europees pact rond migratie nu in de maak is. Vandaar alles op te zetten, en dat is ook onze verantwoordelijkheid, dat het geen Europees pact van de terugkeer wordt van de migranten, maar dat het een Europees pact wordt van een modern, hedendaags migratie. En het vanaf het einde over gaat. Die kwestie is ook een kwestie van wereldwijde ongelijkheid. Is een kwestie van wereldwijde uitbuiting. Is een kwestie van schade die in de tijd van kolonisatie en tot op vandaag is aangebracht in een aantal landen waarvan migranten afkomstig zijn, waarvan de schadevergoeding nog altijd niet is betaald. Vandaar dat ik enorm kwaad word als er iemand durft te zeggen: we gaan geld steken in landen van herkomst om hun ontwikkeling te helpen als zij de grenzen sluiten, als zij de migratie tegenhouden. Dan zeg ik, ja, en hoeveel denk eraan te besteden? Oh, 1 miljard, 5 miljard. Leg dat naast de cijfers van wat er geroofd is aan grondstoffen, aan menselijke krachten. En het is een belachelijk cijfer. Dus de vragen van de mensen zonder het verblijf vandaag zijn ook vragen van wereldwijde gelijkheid. En niet alleen naar een papier. Voor hun is dat een belangrijk punt. Maar als we op lange termijn denken, dan moeten we ook die kwestie voldoende ter sprake brengen. En ook wat ik daarnet zei, een basisrecht is een basisrecht, menselijke waardigheid is een menselijke waardigheid. En de toegang daartoe mogen we niet laten afhangen van een verblijfsdocument. Oké, dankjewel. Marie-Roos uit Sint-Truiden heeft in de chat nog vragen gesteld. Zij vraagt, heeft iemand een idee hoeveel mensen zonder papieren er zijn? Sophie, wilt jij of moet ik? C'est très difficile à estimer, hein, parce que les personnes sans papier se cachent. Elles n'ont pas le numéro national, on en a parlé, elles ont parfois des numéros des registres. C'est très difficile. Il y a malgré tout des croisements de plusieurs banques de données qui permettent de donner des estimations, mais ce ne sont que des estimations, c'est une idée, ce n'est pas un chiffre exact. En comparant les dossiers d'aide médicale urgente, les dossiers aussi d'affiliation dans les organisations syndicales notamment, on sait qu'il y a en tout cas plusieurs dizaines de milliers de personnes sans papier. On pense qu'il y a environ 150 000 personnes sans papier en Belgique, mais en tout cas, il y a au bas mot 100 000 personnes qui sont aujourd'hui sans titre de séjour en Belgique. Oké, merci. De volgende vraag is, wat zijn de meeste redenen waarom ze geen papieren krijgen? Quelles sont les raisons les plus citées pourquoi ils ne reçoivent pas de papier? Ja, ik denk dat Sophie daar net al een paar voorbeelden heeft gegeven. Er zijn mensen die geen aanvraag doen om een officieel wettig verblijf te hebben.
mag ik die even clandestien aankomen en clandestien verblijven zonder te laten weten, hè, misschien wel aangekomen met een visum of zonder, hè, want heel veel mensen mogen verreizen in België. En dan voor degenen die wel een aanvraag hebben ingediend en meestal toch nog doen langs een aanvraag internationale bescherming, asiel. Daarvan is er op het moment, de laatste maand februari, de cijfers van februari zijn nog niet gekend, ken ik niet, is er nu 36-37% positieve beslissingen. Ten tijde van de verhoogde angst, onder andere Syrië en zo, was het soms 50%, 56%, 60% erkenning. Maar nu is dat weer gedaald, dus dat betekent dat 63% aanvragers, en soms zijn dat geen individuen, maar een gezin of 2 personen, dat die een bevel krijgen, of dat die geen toelating krijgen tot internationale bescherming, dan wel in beroep kunnen gaan enzovoort. Maar op 100 aanvragen zijn er 37 die een ja krijgen en 63 die een nee krijgen. En die 63 maakt al, op een maand kan dat 1000 zijn, hè, die 630 moet ik dan eigenlijk zeggen, of meer, die worden dan al een deel van de beginnende groep mensen zonder wettig verblijf. Deel daarvan zal dan wel nog een legaal verblijf krijgen. Maar daarnaast heb je ook mensen die stranden in gezinshereniging. Of mensen die een procedure lopen hebben, of die studenten hebben een legale status valt weg. Dus in feite krijg je, ik denk dat er ongeveer 20 categorieën, 25 categorieën zijn van mensen zonder wettig verblijf. Je hebt ook diplomatiek personeel, dat dan de deur wordt gewezen, die dan ook zonder wettig verblijf vallen. Je hebt ook slachtoffers mensenhandel die dan door internationale criminaliteit in België aankomen. Ook met vervalste documenten. Dus dat is ik ga dat nu niet doen. Dus we gaan kijken op de website van het agentschap integratie. Nee, op vreemdelingenrecht.be. Daar naar mensen zonder wettig verblijf. En dan krijg je al die categorieën ook in detail opgesomd. Oké, dan is er nog een laatste vraag van Amélie Rodriguez van CSC. Didier, peut-il développer sa proposition concernant les droits de base? Est-ce que j'ai fait une proposition? Peut-être, elle peut clarifier si... nee, ze kan misschien verduidelijken als ik er niet op uitkom, maar de klassieke rechten die nu bestaan is dringende medische hulp. Wel te verstaan, elke hulp, nee, elke een arts beslist om aan die persoon toekomt, minder of meerderjarig. Dus dat wil zeggen, dat gaat niet alleen over een onderzoek, maar dat gaat ook over de ingreep. Dat gaat niet alleen over een tijdelijk iets of een dramatisch iets, dat gaat ook over gewone gezondheidsklachten. Dat is het koninklijk besluit is daar zo helder over. Nu, een arts moet dat natuurlijk ook willen uitschrijven, die diagnose maken. En er zijn natuurlijk allerlei... In het systeem moet je binnengeraken om die volledige behandeling te kunnen krijgen. Dus daar zijn nog drempels. Medimigrant.be geeft daar de perfecte uitleg over wat er allemaal rond kan en moet gebeuren. Maar het is in feite een systeem dat optimaal dat we niet mogen verliezen. Het recht op onderwijs is in de gemeenschappen gegarandeerd voor minderjarigen. Het is zelfs een leerplicht. Het gaat niet over een recht, het gaat eigenlijk over een leerplicht voor minderjarigen. En dan, wat ik daarnet noemde, bij de basisrechten hoort ook het recht op vrijheid, het recht op cultuurbeleving. Het recht op onderdak en voeding, dat hebben we eigenlijk nog niet. Dat hangt enorm af van de lokale beslissing van een OCMW. Maar daar is geen gegarandeerde toegang tot voeding en onderdak. Met uitzondering van
onthaal- en opvangplaatsen die door de gemeenschappen worden opgezet en waar er in de praktijk geen restricties worden toegepast, maar waar af en toe wel eens een poging is van een overheid om de opvang afhankelijk te maken van bereidwilligheid tot bijvoorbeeld vrijwillige terugkeer, wat niet oké is. Maar dat zijn al die. En dan een basisrecht wat ik heel belangrijk vind, wat Sophie ook heeft aangehaald en ik in het begin, dat is het recht op klacht kunnen indienen bij een misdrijf. Hè. Dus de Europese richtlijn zegt dat daar geen statusprobleem mag zijn, maar in België hebben we eigenlijk nog geen goed systeem om de diensten die klachten moeten noteren en een proces verbaal van maken, om die, zoals bij slachtoffers mensenhandel, duidelijk te maken. Als iemand komt klagen over een misdrijf, van welke aard dan ook, dan is dat niet het moment, dan is dat een vrije zone waarbinnen die persoon die klacht moet kunnen laten noteren. En daar moet jij geen gebruik van maken om die op te pakken en de grens over te zetten. Dat is ook zo bij arbeidsrechten. Hè. Bij sociale inspecties is er toch de bekommernis van, ja, wij komen hier eigenlijk het arbeidsrecht controleren, maar door het feit dat wij hier moeten samenwerken met andere diensten, ziet men daar dan een kans in om iemand op te sluiten en de grens over te zetten. Hè. Dus dat soort basisrechten, daar heb ik het over. En als het over onderwijs gaat, trouwens ook het herstellen in Vlaanderen, dat volwassen onderwijs terug toegankelijk zou worden. Oké, heel erg bedankt om voor ons jullie uitleg te doen vanavond. Ik vond het heel boeiend om te zien hoeveel oplossingen er mogelijk zijn om het leven van de mensen zonder papieren waardiger te maken. Er is een petitie die gaande is op dit moment. Die heet We Are Belgium Too. Ik heb de link in de chat gezet. Dus dat is een initiatief, een petitie. Het doel is 150.000 handtekeningen te verzamelen. 1 voor elke geschatte persoon zonder papieren in België. U kan ook House of Compassion verder volgen via Facebook. En ik heb ook de link even in onze chat gezet. Ons volgende evenement zal gaan over Roma. De Roma, 50 jaar Roma in beweging in België en Europa. Daarvoor kan u reeds inschrijven, ook via onze Facebookpagina. Daar vindt u de evenementen terug. Dan wil ik jullie verder nog bedanken. Jullie krijgen een link naar de opname van vanavond nog per mail toegestuurd. En dan kan u op het gemak, als u dat wilt, de avond van vanavond nog eens opnieuw bekijken of doorsturen naar familie of vrienden waarvan u denkt dat zij ook heel erg graag het zouden zien. Dan wens ik jullie nog een goede avond en heel erg bedankt nog eens. Niet alleen aan de sprekers, maar ook aan Rosemarijn die de vertaling heeft gedaan en aan de mensen, aan Jean-Paul en François die de video hebben gemaakt. Ook de video zal ik nog eens naar iedereen toesturen. Bedankt en nog een fijne avond. Dag.